Bonjour à toutes et à tous. Ici Abbas de l'équipe de 3 Lunes Diffusion. Nous avons l'immense plaisir de recevoir Sylvie Vignac qui vient nous parler aujourd'hui de son cheminement professionnel jusqu'à sa pratique actuelle, la sophroanalyse. Bonjour Sylvie. Bonjour Abbas. J'ai eu la chance de te rencontrer, Sylvie, lors de la formation La richesse est en vous, proposée par Aska Éditions. Et tes approches pleines de douceur et de bienveillance m'ont grandement incité à organiser cet espace de partage. Merci d'avoir répondu à l'appel. Avec plaisir. Alors, nous allons animer cet échange à trois avec Hélène de 3 Lunes Diffusion, qui est passionnée par ton domaine et plus précisément tout ce qui touche à la petite enfance, la parentalité, la famille. Bonjour Hélène. Bonjour Abbas. Bonjour à nos auditeurs. Bonjour Sylvie. Bonjour Hélène. Merci à toi de partager avec nous ce sujet passionnant qu'est la sophroanalyse. Alors pour commencer, je vais te demander de te présenter. On sait bien que se définir est une limitation de ce que l'on est, mais pour les personnes qui te découvrent, je vais te demander quelle part de toi tu souhaites mettre en lumière aujourd'hui en rapport avec ton parcours. Merci Hélène, merci à tous les deux de cette invitation à laquelle j'ai répondu et je suis heureuse d'être avec vous parce que je sais qu'avec vous, c'est de la vie dont on va parler et c'est ce qui me tient le plus à cœur, de tout ce qui peut contribuer à l'éclairer, à faire qu'on la comprenne mieux, qu'on comprenne mieux comment nous fonctionnons aussi dans notre vie et puis du coup à l'aimer plus, à s'aimer plus et à s'ouvrir, à s'éveiller. Donc je sais que c'est ces thèmes-là qu'on partage et que aujourd'hui voilà, je vais présenter aussi avec ma pratique professionnelle. Alors pour me définir, je dirais que je suis quelqu'un qui aime la vie profondément et que c'est ce qui me tient le plus à cœur de partager, en tout cas aussi dans ma pratique professionnelle, donc puisque c'est de ça aujourd'hui particulièrement dont on va parler. Donc aujourd'hui, j'exerce. Je dis pas je suis quelqu'un qui aime la vie, ça c'est mon je suis, mais mon métier, le jour où je le ferai plus, je serai toujours cette femme qui aime la vie. Donc ma pratique professionnelle, c'est la sophroanalyse. Et je suis venue à la sophroanalyse par une autre voie professionnelle qui était assistante sociale, où tout ce côté écoute, accueil des gens, soutien, compréhension me passionnait. Et une question me revenait beaucoup, c'était la question de la prévention. Parce qu'en service social, quand on parle de prévention, on arrive déjà sur des situations qui sont en souffrance. Alors je me disais, bon, on fait de la prévention pour pas que ça empire, mais c'est déjà en souffrance. Alors ça serait quoi faire de la vraie prévention? Et de la prévention par rapport à quoi? Par rapport au fait d'être bien et en harmonie dans sa vie. Alors je me posais vraiment cette question et depuis l'âge de 23, 24 ans, c'est vraiment une question qui a commencé à me travailler beaucoup. Donc j'ai cheminé et puis en fait c'est la maternité qui a éclairé en tout cas cette question de la prévention. Mais oui, la prévention en fait c'est de accompagner l'être humain dès le départ et dès la naissance, peut-être avant même. Il s'en passe des choses avant la naissance. Donc voilà, c'est quand j'étais enceinte et que tout était au vert, au beau fixe et que tout allait bien et qu'à l'intérieur de moi, c'était tellement troublé, plein de questions, plein de sensations qu'il y avait quelque chose qui allait pas et que rien ne me donnait d'informations ni de soutien du coup par rapport à ça. Donc c'est là que j'ai commencé vraiment à cheminer, à me dire qu'est-ce qui se passe pendant qu'on est enceinte, qu'est-ce qui se joue à ce moment-là. Et donc ma deuxième maternité m'a questionnée encore plus, m'a animée ou agitée encore plus, on va dire. Et après ça, je me suis dit non, il y a vraiment
c'est vraiment là que j'ai envie, moi, d'agir et de travailler. C'est vraiment sur l'accompagnement des femmes enceintes, sur le plan émotionnel. Là, c'est la vraie prévention. C'est-à-dire avant que l'enfant naisse et autour de sa naissance, parce que l'enfant qui naît est en état de grâce. Nous arrivons tous et nous donnons tout ce que nous sommes. On ne peut pas donner plus. Un bébé, il donne l'intégralité de ce qu'il est. Donc, c'est cette puissance de vie qui est là, qui se manifeste, et le bébé a juste besoin qu'on l'accueille tel qu'il est, qu'on lui laisse une place, qu'on lui manifeste qu'il a de la valeur, qu'on le reconnaît. Et c'est ça qui va lui apporter ce sentiment de sécurité intérieure qui fait que cet état de grâce, cette harmonie en lui va pouvoir aussi vivre. Voilà. Et c'est ça qui m'a interpellée, parce que j'avais l'impression de pas pouvoir le vivre simplement moi-même, de pas être accompagnée par ça. Donc, j'ai vraiment... ces questions-là ont fait que... je pense que c'est ça aussi, que quand on a nos bonnes questions, on va trouver nos bonnes réponses, et que la vie m'a fait croiser le chemin de Claude Imbert, qui a créé l'Institut de sophroanalyse. Et quand j'ai écouté cette femme qui est venue faire une conférence à Pau, mon émotion a été tellement intense que j'ai su que c'était là, dans les mémoires prénatales, les vraies réponses, mes vraies réponses à moi déjà, et puis qu'il y avait vraiment quelque chose à faire dans ce domaine-là. Donc, c'est le chemin que j'ai pris. D'abord pour moi, j'ai guéri beaucoup de choses, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai du coup fait des choses que je m'interdisais de faire sans le savoir d'ailleurs. Et voilà, ça a libéré énormément de choses en moi. Et quand je me suis sentie assez en paix avec mon histoire, eh bien, je me suis dit que voilà, j'étais prête aussi pour m'installer et officiellement travailler comme sophroanalyste. Et c'est un régal pour moi à chaque fois. Voilà. Oh, c'est super passionnant. Et justement, tu nous parles de la sophroanalyse. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est pour les personnes qui connaissent pas du tout la sophroanalyse, qui pourraient confondre ça avec juste la sophrologie seule? C'est quoi la différence en fait? Alors, moi, je ne dissocie pas la sophroanalyse. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que c'est comme ça que j'ai appris cette pratique, parce que je ne dissocie pas le corps, les émotions, les symptômes, tout ce qui se passe dans le corps, de la compréhension aussi de ce qui se passe. C'est-à-dire que la sophrologie, bien sûr, c'est une pratique à part entière fabuleuse, qui est une pratique pour avoir conscience de son corps, apprendre à respirer, parce que somme toute, notre vie, elle se passe entre deux souffles, hein, le premier et le dernier. et entre les deux, je voyais ça, une petite anecdote, mais l'autre jour, c'était dans un film, il y avait quelqu'un qui regardait une tombe et qui voyait les dates de naissance, date de mort, et au milieu le tirait, et disait à la personne qui était à côté, tu sais, ce qu'il y a de plus important là dans ces dates, c'est le tiret, parce que c'est ce que nous faisons entre notre naissance et notre... Voilà. Donc, c'est toutes les respirations que nous faisons entre notre naissance et notre mort, que parfois nous oublions, parce que nous sommes... c'est normal, on respire jour et nuit, nous sommes toutes, c'est normal, c'est banal. Et pourtant, c'est pas banal, puisque c'est la vie. On peut rester plusieurs semaines sans manger, plusieurs jours sans boire, mais respirer, non, quelques minutes. Pardon, c'est vraiment le souffle de la vie. Donc, la sophrologie, c'est cette pratique aussi qui met en valeur
le souffle qui nous ramène à nous, à notre présence, à notre corps, à la conscience du corps. Nous sommes des êtres incarnés, donc notre corps a vraiment une importance précieuse, capitale. Donc, cette pratique-là est essentielle. Et ce qui s'y passe, d'en avoir conscience, c'est essentiel. Et parfois, de comprendre ce que ça vient nous dire, ben c'est aussi essentiel, parce que sinon on fait un constat, mais on n'en fait rien, alors qu'on peut en faire beaucoup aussi. Donc dans ma sophrologie, on va dire celle que j'ai apprise et puis celle que j'ai étoffée aussi au fil des années de mes formations, j'y ai ajouté le décodage biologique parce que effectivement les symptômes. C'est quoi les symptômes? Eh bien, c'est notre inconscient qui s'occupe. Que je dis notre inconscient, c'est au sens large, hein, mais qui s'occupe de maintenir en équilibre aussi dans notre vie entre ce que nous avons vécu, ce que nous vivons, et de faire en sorte que tout soit en équilibre, je vais le dire comme ça, tout soit en équilibre. Quand nous répétons des choses qui ne sont pas justes pour nous, des schémas de comportement qui nous prennent beaucoup d'énergie et qui ne sont pas justes pour nous, mais on ne les voit pas. Et on fonctionne comme ça, À un moment, en fait, ça demande tellement d'énergie au corps, aux muscles, hein, ça génère des tensions, ça génère des décharges hormonales de cortisol, d'adrénaline ou de choses comme ça. Eh bien, à un moment, là-haut, ça dit, bon, écoute, là, il faut que tu te calmes un peu parce que ton énergie de vie, tu la gaspilles, tu la dépenses à des choses qui ne sont pas justes pour toi et du coup, tu as moins d'énergie pour ta créativité, tu as moins d'énergie pour ta présence. Donc, qu'est-ce que fait l'inconscient? Il va dire via le corps, parce que forcément, quand on a mal à la tête, quand on a mal au genou, à l'estomac, quand on se fait une entorse, eh ben, ça va nous arrêter au moins un moment. Alors, des fois, le temps de prendre un cachet. De dire, ah zut, mince, ce trottoir, je l'ai pas vu, je me suis fait une entorse. Oui, mais alors, c'est peut-être un peu plus que le trottoir aussi. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi j'ai pas vu le trottoir? Pourquoi? Voilà. Et pourquoi ce pied-là et pas l'autre? Bref, donc ces symptômes ont un sens. Et tu sais, à base, comme avec Napoléon Hill, on parle de cette intelligence, il parle de l'intelligence infinie. C'est le mot qui résonne le plus fort pour moi. L'intelligence infinie, parce que c'est la vie, bien sûr. C'est Dieu, c'est l'énergie de la création. Mais dit comme ça, l'intelligence infinie, ça parle justement de quelque chose qui est structuré, qui est organisé, qui a du sens en fait. Et c'est pas tant chercher le sens de ça, c'est le laisser nous habiter, l'accueillir et le laisser se révéler. Et qu'est-ce qu'il vient nous dire? C'est pas d'aller le chercher, c'est de l'écouter plutôt. Oui. Donc, le décodage biologique permet de comprendre de façon très précise ce que le corps vient nous dire et il vient nous éclairer beaucoup sur nous. Donc, c'est pour ça que je l'ai associé à la sophrologie pour aller plus loin aussi dans l'écoute du corps et dans ses charges émotionnelles, parce que c'est ça aussi les symptômes, c'est l'expression de charge et surcharge émotionnelle que nous portons et qui ne sont pas justes pour nous, en fait. Mais on ne le voit pas, donc c'est une façon pour nous d'en avoir conscience. Super. Oui, c'est vrai que c'est un magnifique thème, l'intelligence infinie, et ça nous parle beaucoup. Effectivement, donc tu associes la sophrologie à l'analyse, donc cette écoute du corps. Et c'est vrai que l'intelligence infinie fait bien les choses et effectivement, en écoutant nos corps, nos émotions, on peut débloquer pas mal de choses. Hélène, tu voulais rebondir peut-être? Oui, bah justement, en fait, tu parles du début, de l'importance en fait de repérer ou de débloquer des situations ou des mémoires. Donc, ta spécialité, ce sont les mémoires prénatales. Et je voudrais te demander justement,
En général, les personnes qui viennent te voir, j'imagine qu'elles connaissent leur histoire, mais si une personne ne connaît pas son histoire ou si elle ne peut pas avoir d'informations sur sa petite enfance, que dans la famille, c'est un sujet délicat et que la personne n'a pas d'infos ou alors elle n'a pas connu ses parents, est-ce que c'est possible de guérir en fait? Est-ce que c'est possible de remonter en fait des choses? Est-ce que tout est dans le subconscient ou est-ce qu'il faut nécessairement connaître son histoire? Ou est-ce que juste quand tu pars en séance de choses qui sont inscrites dans le corps ou dans des schémas répétitifs, etc., ça suffit? Ou alors est-ce qu'il faut vraiment que la personne connaisse son histoire? Est-ce que quand on ne connaît pas son histoire, on peut guérir quand même? Alors, je vais faire une réponse directe par ma pratique, par ma certitude aussi. Pour moi, c'est oui. Oui. C'est oui C'est beau. parce que tout est inscrit en nous. Mais l'origine de l'humanité est inscrite en nous. Oui. Alors, t'imagines bien que depuis notre première cellule, c'est inscrit en nous aussi. Et donc, et c'est pour ça que c'est si important d'écouter le corps, parce que c'est lui qui en témoigne, c'est lui qui nous le dit aussi, c'est lui. Donc, quand je dis le corps, c'est nos comportements, voilà, il y a les symptômes, on va dire spécifiques, mais c'est tout nous qui témoignons de ce que nous portons dans nos mémoires. Et c'est ça la magie, c'est que nous sommes des êtres uniques pour ça, parce que autant nous avons des schémas de comportement universels, on le voit, et on parlera peut-être pas aujourd'hui, on parlera des blessures, on parlera des croyances, on parlera du transgénérationnel, etc. Il y a des schémas universels que nous vivons, bien sûr, que nous portons en nous. Mais notre vie, à chacun, elle est unique. Donc, repérer si ce qu'on vit aujourd'hui, est-ce que ça va être des mémoires prénatales, des blocages, des blessures, des croyances, etc. On a les moyens, on va dire, de l'identifier. Et ça se fait, on va dire, beaucoup par l'observation, par l'écoute aussi, et des mots, et des comportements, et des histoires qui se répètent. Oui. Parce que la vie, elle vient toquer à notre porte, elle vient nous le dire, parce que si, dans nos mémoires familiales, nous portons des choses qui sont trop lourdes, qui ne nous appartiennent pas, qui ne servent pas à notre légèreté dans notre évolution, la vie, elle va nous confronter par amour, elle va nous confronter à des situations, elle va nous les mettre là en face, en miroir, ça va passer avec des gens qu'on rencontre, avec des événements qui nous arrivent, avec des symptômes dans le corps. La vie, elle va nous parler de tous les côtés pour nous dire « Hey, regarde, prends conscience de ce qui est en toi. Soit c'est lourd et ce qu'on vit est lourd et douloureux, et dans ce cas-là, ça vient dire hey, regarde, c'est à libérer, c'est une charge trop lourde, c'est une surcharge émotionnelle à libérer, ou alors quand c'est beau aussi, parce que la vie, elle vient nous offrir des choses tellement belles tout le temps aussi, souvent on les voit pas à leur juste valeur, mais elle vient nous dire hey, quand ça nous touche, en fait, le baromètre, il est là. Quand ça me touche, parce qu'il y a des choses terribles qui se passent, je les vois, mais ça résonne pas pour moi. Ça me touche pas. Ok, ça me concerne pas. Ça veut dire que je vais pas forcément être indifférente à ça. Oui. Mais ça me touche pas directement. Si ça me touche et que c'est douloureux, ça veut dire que ça parle de moi, de mon histoire, de quelque chose que je dois mettre en conscience. Et quand c'est beau et que c'est quelque chose que j'admire et qui me fait plaisir, même le chant d'un oiseau, si ça me touche vraiment, ça veut dire ça parle de moi. Ça parle que cet oiseau qui s'exprime si joliment, ça me touche. Peut-être que j'ai cette faculté en moi, mais je le sais pas et je la fais pas vivre pleinement, d'accord. Et c'est ça, en fait, c'est pour ça, c'est ce qui nous touche, le baromètre. Donc c'est ce qui nous touche aussi dans notre corps, et les symptômes en font partie. Voilà, et quelquefois c'est très simple. Oui. C'est une lecture de la vie, mais quand on a quelques clés, après, mais oui, il y a juste à le prendre et puis à dire
ok, de quoi ça parle, hein? Non, mais c'est ça, parce que c'est vrai que moi, je me demandais, est-ce que, il y a besoin de tout décortiquer? Mais finalement, c'est très simple, comme tu dis, c'est une écoute de soi et puis rentrer à l'intérieur et voilà, juste accueillir et puis ne pas chercher à tout décortiquer et à mettre des étiquettes sur tout, en fait. On s'écoute et voilà, c'est libérateur. Et puis, je voudrais rebondir aussi par C'est rapport à ce ça. que tu as dit. Oui, sur le fait que c'est ce qui nous touche, le baromètre. Effectivement, par rapport à l'intelligence infinie, on est tous connectés aussi. Donc, en fonction de nos connexions, l'éther qui est autour de nous, là, je suis en train de lire un livre d'un monsieur qui s'appelle Charles Hanel, qui parle de la conscience, de l'intelligence infinie et qui a même inspiré apparemment Napoléon Hill dans ses écrits. Et donc, l'intelligence, elle est universelle, donc elle est en chacun de nous. Donc, ce qui fait que même si peut-être qu'on ne connaît pas son histoire, en s'écoutant, en mettant le doigt sur ce qui nous touche, on peut guérir des blessures dans notre passé. Donc, forcément, on n'a pas l'histoire réelle de cette blessure. Oui. Donc, comme on parle de mémoire prénatale, donc effectivement, ça résonne avec l'intelligence infinie et il faut s'écouter. Voilà. C'est ça. Et puis, justement, en fait, quand on décide d'être parent et de faire venir un bébé au monde, qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais du coup, est-ce que tu as des conseils pour ces parents-là, en fait, pour, entre guillemets, peut-être travailler un peu sur soi et puis être en paix avec soi-même, peut-être avant de faire venir un bébé? Est-ce que tu penses que c'est nécessaire? Quand quand on a la chance d'avoir conscience de ça avant de faire venir son bébé, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de commencer le travail? Tu vois? Oui, bien sûr, et je trouve très beau et ça me touche, donc ça me concerne aussi. À chaque fois qu'il y a une maman, une jeune femme qui vient et qui me dit, voilà, on aimerait avec mon ami avoir un bébé et j'ai envie, il y a des choses de mon histoire que j'ai envie de poser parce que je n'ai pas envie de faire porter ça à mon bébé. Et je trouve ça magnifique. Là, je me dis, c'est la prévention de la prévention de la prévention. Pour le coup, voilà. Et donc, c'est très chouette. Je pense à une femme qui me disait, mais moi, j'aurai un bébé quand je serai complètement au clair avec mon histoire, en paix avec mon histoire. J'ai laissé parler, et puis à un moment, je lui ai dit que je ne sais pas si elle se gardait ça comme condition, si un jour elle aurait un bébé. Est-ce que D'aller pouvoir concrétiser. Parce que je dis, est-ce que c'est pas ambitieux, comment dire, de poser ça comme condition? Parce que la vie, elle nous parle tout le temps. Oui. Et je me dis, si moi, je m'étais dit ça avant d'être enceinte, mais il y a tellement de choses que je n'aurais pas vues, que je n'aurais pas captées, parce que c'est quand on vit les choses que ça réveille, l'inconscient, il fait des liens. Donc, c'est ça qui nous permet d'évoluer, c'est de vivre les choses aussi, donc de se dire, je suis en paix, mais si la maternité réveille des mémoires enfouies dont on n'a pas conscience et qui font que intérieurement, on a des croyances limitantes, on a des blessures, on a des comportements limitants aussi, alors tant qu'on ne vit pas, qu'on n'expérimente pas la maternité, ces mémoires-là, elles ne vont pas ressurgir. Donc, on les garde enfouies, on les garde en poids, on va dire, à l'intérieur de nous, mais il n'y a rien qui vient réouvrir ce chapitre-là pour libérer ça. Donc, ça vit en nous, on ne le sait pas, on n'en a pas conscience, et on ne sait pas par quel biais l'appréhender pour aller le chercher. Du coup, si on le revit pas par notre expérimentation de la vie, hein, donc je dirais que il y a plus là, par exemple, à travailler sur la confiance, sur le sentiment de sécurité intérieure et la confiance en la vie, pour se dire, ok, j'accueille aussi que j'ai éclairé certaines choses avant d'être enceinte, que j'ai éclairé certaines choses de ma vie, que j'ai mis certaines choses en paix, que je peux voir des choses autrement. Le schéma de ma mère, moi, si je veux devenir mère, est-ce que c'est comment je suis en conflit encore avec ça, etc. Par exemple. Mais
tant que la femme ne vit pas cette expérience, il y a des choses qu'elle va pas capter non plus. Donc, c'est un chemin d'apaisement, de paix sur certaines choses. Et puis après, c'est par ce qu'elle va vivre, par ce qui va émerger. Et j'ai vu des mamans, du coup, voilà, qui continuaient, qui étaient enceintes, et il se passait des choses pendant la maternité qui réveillaient, bien sûr, des mémoires, et on travaillait là-dessus. Mais après, c'est quand bébé était là, parce que tant que bébé n'est pas là, le couple, c'est un homme, une femme, avec ses projets, ses aspirations de parents idéal, etc. On fait tout ça. Oui. Mais quand bébé est là, aïe, quand bébé est là, qu'est-ce qu'il nous offre? Un rôle de parent. Et qu'est-ce qui se passe en nous? Nos schémas parentaux qui se réveillent. Ils étaient tranquilles, endormis. On les voyait avec notre mental, avec notre analyse, avec ça, j'ai jamais envie de le faire pour mes enfants. Ah oui, ça, c'était super, j'ai vraiment envie de le faire. Mais quand nous sommes parents, le tri, il se fait plus là. Non. C'est l'image, la référence de notre schéma parental, celle que nous avons enregistrée quand nous étions enfants, qui reste enfouie en nous, qui attendait que le moment qu'on devienne parent pour pouf, faire sortir la bulle de c'est ça ta référence, mon chéri, ma chérie. Tu avais vu ton idéal là-haut dans ta tête. Mais regarde comme tu refais exactement tout ce que tu voulais pas faire. C'est vrai. Alors, parce que nous avons ces références-là que nous avons depuis l'enfance, et c'est des choses qui vont à un moment ressurgir, et c'est là ce qui est passionnant, parce que des fois, ça m'arrive d'entendre, mon conjoint, il était plein d'attention, etc. Puis là, depuis que notre bébé est né, j'ai l'impression de voir son père, il n'est pas attentif, il n'est pas ci, il n'est pas ça, etc. Et là, oui, mais s'il n'y avait pas eu bébé, tout ça n'aurait pas ressurgi. Pourtant, c'était là aussi. Donc, ça permet ok, on accueille ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe de ces transmissions, tout ce transgénérationnel-là qui ressurgit, que nous portons, parce que c'est la vie, on ne peut pas échapper à ça. Donc, d'être toujours cet observateur conscient, de s'accueillir, de se dire ok, de faire ce petit pas en arrière pour prendre du recul, et puis se dire ok, on avance encore, et un premier enfant, il se passe, et puis le deuxième réveille autre chose, va réveiller les miroirs de notre fratrie. Notre deuxième enfant, oui, mais dans ma fratrie, j'étais la première, la deuxième, j'étais la deuxième. J'ai vécu ça, et pour mon deuxième enfant, il va se passer des choses aussi, parce que je vais projeter que le deuxième enfant de la fratrie vit ça. Et s'il n'était pas là, j'en aurais pas conscience, et pourtant j'aurais enfoui peut-être des blessures encore en moi auxquelles je n'aurais pas eu accès si j'avais pas vécu cette deuxième grossesse. Donc, c'est de laisser la vie œuvrer en nous, se découvrir, et puis nous découvrons aussi, et c'est ça, être en chemin. C'est il n'y a pas de but, d'objectif en soi, c'est plutôt quelle valeur j'ai. Et puis la vie m'offre aussi à évoluer comme je peux. Et puis oui, c'est pas linéaire, et on le sait, c'est cette impermanence de tout. Donc oui, c'est excellent. C'est excellent. Et oui, et puis finalement, on peut se dire que nos enfants nous font de sacrés cadeaux, même si sur le coup, c'est pas facile. Ils mettent en lumière des choses chez nous, voilà, qui sont à transmuter finalement, mais ce sont des cadeaux, parce que il n'y a jamais vraiment de hasard, en fait. C'est, comme tu dis, si ça remonte, c'est que ça devait remonter à ce moment-là, en vivant ces choses-là. Et les enfants, ils sont forts aussi pour ça. Très fort. Ah oui. Et puis en parallèle, effectivement, le fait d'expérimenter et d'être un observateur conscient, et puis aussi sans jugement. J'ai bien apprécié ton exemple
c'est-à-dire la maman qui avait mis cette condition d'être en paix complètement avant de... C'est comme, je prends l'exemple qui n'a rien à voir, mais c'est comme un projet entrepreneurial, c'est comme tout projet. Si on veut attendre que tous les feux soient ouverts avant de passer à l'acte, eh ben, on passe pas à l'acte. On passe pas à l'acte et on finit par procrastiner. C'est vrai que c'est en vivant les situations qu'on prend conscience des blocages qu'on avait ou des clés qu'on avait pour pouvoir les utiliser. Mais si on est dans l'inaction, effectivement, même dans la parentalité, même dans les mémoires, on peut être en paix et avoir... mais on grandit sans cesse et on vit. C'est ce qui fait la beauté de cette évolution. Et on n'est pas... Ce qu'on est aujourd'hui n'est pas ce qu'on va être demain, et ainsi de suite. Et ces enfants qui sont en symphonie avec nous font grandir. Donc, c'est vrai que c'est un bel exemple. Eh oui. Et puis justement, tu parles beaucoup des enfants aussi, Sylvie. Et j'ai écouté tes interventions sur ta chaîne YouTube où tu parles beaucoup d'un âge, l'âge de 7 ans. 7 ans pour l'enfant. Alors moi, du coup, ça m'a un peu intriguée. Je me suis dit, est-ce que 7 ans, c'est un âge charnière? Qu'est-ce qui se passe à peu près autour de cet âge-là? Et pourquoi t'en as beaucoup parlé, en fait? Ça m'intrigue un peu, quoi. L'âge de 7 ans, c'est l'âge qu'on appelle l'âge de raison. Oui. On le sait, c'est l'âge souvent où on offre une montre, un nouveau bureau, c'est l'âge grosso modo de l'entrée au CP, on va dire, même si c'est un peu avant 7 ans, mais il y a des étapes de maturité chez l'enfant, enfin même chez l'adulte aussi, hein, de toute façon, toute la vie. Et donc, il y a autour de 7 ans des connexions nouvelles qui se mettent en place, qui permettent à l'enfant de prendre du recul sur les choses, d'avoir une autre conscience des choses, vraiment, c'est-à-dire comme si il a sa perception du monde à partir de lui qui devient plus claire. Et ça lui permet de voir les choses et de commencer à juger, on va dire, pour de vrai. Par exemple, alors non, je vais continuer. Avant 7 ans, donc, l'enfant est comme une éponge émotionnelle. C'est-à-dire, justement, il n'a pas ce recul. C'est-à-dire qu'il va vivre les choses sans se distinguer vraiment de l'extérieur. Bien sûr qu'il le fait au fil de façon progressive, mais émotionnellement, par exemple, un enfant de 4-5 ans qui reçoit des coups de ses parents, bien sûr va ressentir de la douleur, il va trouver que c'est violent, il va pleurer, il va essayer de se protéger, mais il n'a pas le recul de se dire ça n'est pas juste, ce parent est maltraitant, il n'a pas le droit de faire ça. Il va pas avoir cette capacité de prendre du recul. Il va naturellement donner la légitimité aux parents de faire ce qu'il fait. Donc, il va avoir conscience que c'est douloureux, etc. Il va avoir ses émotions à lui. Mais du coup, cette violence, par exemple, il va la trouver légitime puisque c'est lui le parent, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui. Donc, c'est forcément que l'enfant se dit j'ai dû faire quelque chose qu'il fallait pas. Et c'est ça qui fait que, qui génère énormément de croyances à un âge où on n'a pas la capacité justement de cette analyse et de ce recul. Et ces croyances, le piège, c'est qu'on va les garder toute notre vie. Oui. Et on va générer des comportements spécifiques à partir de ces croyances. Donc, c'est important de savoir ça, c'est parce que les croyances qui vont se générer à cet âge-là, par exemple, un enfant, on va dire, qui est dyslexique, qui ne le sait pas. Bon, il va commencer à faire des apprentissages, il est petit, et puis il va avoir du mal. Donc, ses parents ou l'instituteur va dire mais non, mais tu fais pas bien, c'est pas bien comme ça, etc. Bon, et l'enfant va voir qu'il a du mal, mais il sait pas ce qui se passe, mais il va forcément se dire bon, bah, on me dit que c'est pas bien, donc c'est pas bien ce que je fais. Et puis à force d'entendre mais c'est pas bien, il va petit à petit
sentir que il n'est pas capable en fait. Ouais. D'accord, donc il va entendre ça, il va vivre ça. Donc il y a toujours une origine à, on va dire, un événement. Cet événement, donc, d'entendre, mais c'est pas bien ce que tu fais, mais t'es pas capable de le faire ou quoi, etc., va générer aussi une émotion en lui, de tristesse ou de colère, mais va construire une croyance. La croyance, je ne suis pas capable. Et quand la croyance est là, elle va agir comme une vérité, comme un logiciel à l'intérieur de son esprit, de son inconscient, et ça va générer des comportements spécifiques. Si je crois, sous-entendu, c'est pas je crois, c'est ma vérité, c'est que je ne suis pas capable. Donc, si je ne suis pas capable de faire des choses bien, de travailler bien, je vais être distrait, je vais penser à autre chose, puisque de toute façon, je ne suis pas capable. J'ai beau mettre tous les efforts que je peux, je ne suis pas capable. Donc, je vais encore moins me concentrer, l'enfant va encore moins se concentrer. Moralité, on va encore plus lui dire, mais quoi, c'est pas possible, t'as vu ce que... Et donc, ça va venir au final renforcer. Mais oui, je suis pas capable, mais tu vois bien, je suis... Et ça va devenir sa vérité et même presque son identité. Je ne suis pas capable. Et tout ça, les croyances terribles, on va dire, hein, très limitantes, elles se font avant 7 ans, pardon, parce que l'enfant n'a pas cette capacité à prendre du recul et à nommer les choses. Donc, s'il est dans un contexte où les choses vont se présenter comme ça va générer une croyance comme ça. Et on va retrouver un adulte qui va dire « je ne suis pas capable ». Je ne suis pas capable de me concentrer, je ne suis pas capable de travailler correctement, je ne suis pas capable d'apprendre. Et quand on va revisiter avec cet adulte-là son histoire, on va voir combien il a vécu ça toute sa vie comme une vérité qui n'en est pas, c'est juste qu'il y a eu un contexte qui a fait ça. Donc, parce qu'après 7 ans, on a ce recul, on a cette analyse, on a l'impression que, en fait, on ne sait pas qu'il y a eu un âge où on ne l'avait pas et où on a pris ça comme argent comptant, comme une vérité, et que ça continue de vivre tel quel en nous et d'agir tel quel en nous. Donc ces 7 ans sont importants parce que ça donne une date aussi sur ce qui a été vécu avant et les souffrances de l'enfance aussi qui ont laissé des impacts. Donc voilà. D'accord. Oui, donc c'est un âge capital. C'est un indicateur finalement. Oui. C'est plus dans ce sens-là, c'est un indicateur qui montre que l'enfant va commencer à mettre des mots et analyser les situations, mais que de toute façon, ses fondations, sa base pour la vie commence bien avant ça, en fait. C'est vraiment ancré en lui avant 7 ans, c'est ça. Et justement, ça permet de rebondir à ce que tu as dit, Sylvie, par rapport aux parents qui, cet enfant de 7 ans, quand il est petit, avant 7 ans, ses parents l'ont rabaissé ou l'ont tapé ou l'ont jugé sans se rendre compte que ça va construire un adulte en déficit parce que tout ce comportement-là sera ancré dans son subconscient. Donc, quel conseil donner aux parents? Parce que finalement, quand tu vas avoir, j'imagine que ces parents qui réagissent comme ça, s'ils mesurent l'impact que ça a sur leurs enfants, leur comportement automatique qu'ils ont peut-être aussi pris de leurs parents, parce qu'il y a certainement une certaine chaîne inconsciente qui fait qu'un adulte qui se comporte comme ça sur son enfant, alors que lui, il mesure peut-être pas, il est dans la réaction, dans l'émotion, il mesure peut-être pas tout de suite qu'il va faire aussi un adulte qui va peut-être risquer de se comporter comme ça avec la génération future. Quel conseil, quel travail, quelle approche avoir pour ses parents pour qu'ils aient cette limite ce temps de réaction pour dire à pop-up, il a moins de 7 ans. Même après, hein. Même après, mais surtout parce que comment je peux mieux accompagner accompagner mon petit, parce que finalement, ce sont les parents que tu vois en consultation le plus souvent. Oui. Donc, quel conseil pourrait-on donner à ces parents pour limiter et puis prendre conscience et peut-être espérer aussi avoir une génération qui va couper cette chaîne de transmission, peut-être de limite
qui font des adultes qui disent tout le temps je peux pas dire ça, je peux pas faire ça, voilà, pour avoir plus de confiance en soi, je sais pas, et d'estime. C'est vrai que c'est une réflexion à avoir. C'est une question majeure et j'ai parfois des demandes de parents qui viennent parce que leur enfant ne va pas, qu'il est ou capricieux ou qu'il est très... c'est jamais assez pour lui. Enfin, il y a des choses qui génèrent beaucoup de colère du coup des parents sur cet enfant où ils se disent mon enfant a un problème. Je commence toujours par dire aux parents je comprends ce que vous me dites. Et ce qui serait important, c'est que nous puissions travailler ensemble parce que dans ma pratique, j'ai la certitude que le parent qui est en souffrance avec son enfant, c'est son histoire à lui qui se rejoue. C'est quelque chose de son histoire à lui. Alors, si on met le focus sur l'enfant en disant, bon, alors, qu'est-ce qu'il a comme problème cet enfant? Et qu'on essaye de voir, on va pouvoir travailler. Il y a beaucoup de pédopsychiatres qui travaillent avec les enfants et qui font un super boulot. C'est pas mon boulot à moi, c'est pas mon. Je suis pas voilà. Et puis je suis, on va dire, je suis pas formée spécifiquement et je dis souvent aux parents pour travailler avec les enfants. Et quand je le fais, c'est toujours ponctuel. De toute façon, quand on travaille avec les enfants, il n'y a jamais besoin que ce soit longtemps parce qu'il y a des choses très vite quand on cible aussi et qu'on sait les écouter. C'est pas une thérapie longue avec les enfants, quelques séances suffisent vraiment. Je vais parler aux parents. Et ça m'arrive très souvent, du coup, c'est souvent les mamans, de faire des séances avec les mamans. Et par elles, la relation s'assouplit, la relation s'apaise. Et la plupart du temps, je ne vois pas les enfants. J'ai pas besoin de les voir parce que il y a une compréhension de ce qui se rejoue. Donc, la question, c'est il faut que les parents aient envie aussi de se remettre en question. Et je pense à une situation où il y a un couple, où ils ont une petite fille qui a vu déjà plein de monde et ils savent plus du tout comment faire avec elle. Et quand j'ai écouté la petite fille, j'ai fait une séance avec elle. Il y avait tellement de désarroi chez cette petite fille, une sensibilité extraordinaire, très très éveillée. Et elle me racontait les comportements de son papa vis-à-vis d'elle, qu'il la dévalorise beaucoup, qu'il la rabroue, etc. Mais le papa ne veut pas venir en séance. J'ai proposé à la maman qu'on fasse une séance au moins une avec le papa, enfin les deux parents seulement, justement pour parler. Avec elle, j'ai pu parler de son histoire à elle, de son enfance et aussi de l'histoire de son mari. Mais si son mari ne veut pas venir, il va pas juste prendre conscience que peut-être son comportement à lui, c'est le comportement qu'il a aussi vécu dans la relation père-enfant. Et donc, il y a des choses qui vont être limitées du coup. Mais j'ai une porte d'entrée par la maman, enfin quand j'ai une porte d'entrée, c'est elle qui le souhaite, par la maman, de comprendre et d'aider sa fille aussi à comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas de sa faute à elle. Et de voir ce qui se rejoue et de voir aussi ce qui est vraiment important pour moi, pour le coup, je demande toujours à la maman, qu'est-ce qui s'est passé pendant que vous attendiez cet enfant? Comment s'est passée la naissance? Parce qu'on a une mine d'informations, parce que, parlais tout à l'heure des mémoires prénatales, Hélène, bien sûr, c'est ma spécialité, mais les mémoires prénatales, c'est pas que pour les femmes enceintes, tous nous avons vécu ces 9 mois entre la conception et la naissance, donc ces mois de gestation nous ont laissé beaucoup de mémoires, et ces mémoires-là, elles comptent. Elles comptent parce que ce sont des mémoires que l'enfant porte en lui, qui ne lui appartiennent pas. Donc il y a aussi dans les comportements des enfants des choses qu'ils expriment, qui énervent les parents, qui les rend impuissants aussi face à ça, mais qui parlent de leur histoire et de ce qu'ils ont vécu pendant la grossesse, de ce qui s'est réactivé en eux pendant qu'ils attendaient cet enfant, de ce qui s'est réactivé en eux au moment de la naissance. Donc, ce sont des informations précieuses sur ces thèmes-là. La grossesse et la naissance autour de l'enfant déjà, comment ça s'est passé? Et ensuite, comment c'était votre relation avec vos parents? Et là, on a cette mine d'informations qui permet ensuite de dire, OK, alors, est-ce que ce que vous vivez aujourd'hui avec votre enfant,
c'est pas aussi ça qui se rejoue. Et du coup, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de culpabilité, c'est juste des constats. On prend les informations, on fait des constats. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre les deux? Et là, ça réveille spontanément des connexions, des prises de conscience qui se font et du coup, qui font lâcher aussi des comportements durs, des fois des parents qui sont juste débordés par ça, mais qui ne peuvent pas faire autrement. Donc voilà, est-ce que Et c'est oui, une oui, réponse à ta question? ça nous parle beaucoup. Et puis justement, ça fait un lien aussi avec le fait que finalement, on a tous un enfant intérieur à guérir. Et, Oui. et quand on est en chemin vers soi, et ça découle sur l'entourage finalement. Bien sûr. Et oui, et oui, et oui. Et un enfant intérieur à guérir dont on a à prendre soin et qu'on a à aimer. Oui. Parce que parfois, c'est ça. C'est-à-dire que nos souffrances, les souffrances que nous vivons sur tous les plans, c'est parce que nous nous sentons séparés, divisés, Oui. séparés du monde. Il y a le monde à l'extérieur et moi, j'ai peur de ce monde parce que je me sens séparée de ce monde. Ou alors, je suis pas bien avec mon histoire d'enfance parce que je me sens coupée de ça. Ça, c'était douloureux. J'ai plus envie de recontacter ça. Donc, Oui. on se coupe et c'est ça qui va créer la souffrance parce que nous ne sommes coupés de rien. Nous sommes connectés à la vie sous toutes ses formes, entre les humains, avec les animaux, les végétaux, avec les minéraux, avec l'univers. Donc, nous sommes tous reliés, interreliés les uns aux autres, tous uniques et tous interreliés. Donc, à l'extérieur et à l'intérieur de nous, il y a, en fait, c'est ça, tout ça fait un. Et quand on a cette conscience et qu'on la vit, qu'on la ressent, ça fait fondre les souffrances dans le sens où ça nous connecte à l'amour aussi, Oui. vraiment. Et parce que l'amour, c'est pas quelque chose, tiens, je te donne mon amour, mais j'attends le tien en retour. Enfin bon, on va faire un troc. Hein. C'est pas la vie, l'amour, c'est un constat. Il se passe quelque chose et l'amour se révèle, l'amour émerge, il est là, il se vit. Il s'attrape pas, il se prend pas, il se vit. Donc quand on sait que l'amour est dans la vie et dans toute chose aussi et que on se connecte à ça. Il n'y a plus cette souffrance qui est la manifestation de cette coupure, mais comme nous sommes des êtres incarnés, ça fait partie quand même de nous incontournablement, c'est-à-dire on n'échappe pas à ça non plus. Voilà, donc c'est une ouverture de cœur, c'est un état d'esprit de vivre l'amour ou d'aspirer à ça ou de le voir en toute chose. C'est un état d'esprit qui se nourrit aussi tout le temps. Et voilà, et quand nous ne sommes pas coupés de ça, alors c'est bon, ça fait du bien. Oui, c'est très beau ce que tu dis là, justement. Et c'est un message positif, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la vie, il y a des situations difficiles, délicates, mais que ces mises en lumière et ce chemin vers soi permet d'être en paix avec soi et du coup d'être en paix avec les autres. Lors d'une de nos séances de préparation à cet échange, tu nous avais parlé aussi du test de la vie qui peut nous représenter plusieurs fois la même situation pour voir où on en est et voir si on a bien compris, si on a bien réussi à faire la paix avec certaines parts de soi. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce fameux test? Ce fameux test qui se représente si souvent dans notre vie. Alors, je trouve un exemple parce que ça va être plus parlant du coup. Alors, c'est une personne qui est venue qui me raconte que toutes ses relations de collègues, d'amis, sont des relations où elle vit de la rivalité, de la tension, que c'est compliqué. Et en fait, elle fait le constat que ah ben si, même avec une telle que j'aime depuis longtemps, on est en relation depuis longtemps, mais quand même, il y a toujours ça. Enfin, donc, on fait ce constat-là. OK, on met en lien, on fait un lien. Si ça revient si fréquemment, c'est qu'il y a quelque chose qui vient d'elle. OK, c'est une histoire avec des femmes, c'est une histoire avec des collègues, des amis, donc quelque chose, on va dire,
de l'ordre de ses pairs, d'accord? C'est pas en hiérarchie avec un chef ou avec... Voilà. Donc, je dis par analogie, dans votre fratrie, ça résonne avec quoi? Donc, elle a une sœur et elle dit non, mais avec ma sœur, ça va. Bon, quand on était petite, c'était... Et puis doucement, elle commence à prendre conscience que, eh ben non, en fait, tout ce qu'elle vit avec ses amis et ses collègues, c'est vraiment... Et puis ça la dérange, ça la gêne vraiment. Hein, c'est pas des petites choses, ça abîme la relation et ça met beaucoup de tension dans sa vie. Donc, on met en lumière qu'il y a vraiment quelque chose avec sa sœur qu'elle n'avait pas vu de façon aussi amplifiée. Et en fait, on va vraiment travailler ça. La petite fille, les petites filles intérieures. Qu'est-ce qui se passe? La rivalité, c'est toujours une rivalité d'amour dans la fratrie avec les enfants vis-à-vis de l'amour des parents, de la maman, essentiellement. Bon, on travaille ça avec sa petite fille intérieure. Elle met de la paix avec ça. Et puis, elle se retrouve vraiment dans cet état d'amour, il y a de la paix en elle. Ok, dans son histoire d'enfance. Et puis, donc, on va dire qu'a priori, il ne devrait plus y avoir dans sa vie. Si elle a désactivé, on va dire, puisqu'on le sait, hein, ce qui se vit à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Ah oui. Donc, c'est en ça que je dis, il y a des choses qui sont faciles. C'est en étant cet observateur conscient, en observant ce qui se passe à l'extérieur de nous, et particulièrement quand ça se répète, que alors, c'est bien qu'il y a quelque chose certainement, comme nous sommes des émetteurs-récepteurs, nous attirons à nous une fréquence de quelque chose que nous portons. Donc, si, une fois qu'on a observé que l'extérieur nous parle de quelque chose, que nous faisons un lien, que nous allons mettre de la paix dans l'origine de ce conflit, en principe, ça désactive cette pression. C'est-à-dire, on n'émet plus la même fréquence, on n'émet plus la même énergie. Oui. Il y a quelque chose qui s'est apaisé. Donc, cette personne, assez vite, me dit « Waouh, on a trouvé un terrain d'entente, il y a eu des choses qui se sont passées, etc. » Et puis, quelques temps après, avec une autre collègue, ça se représente. Et là, la tendance, c'est de dire « Ah ben mince, je croyais pourtant que c'était en paix, mon histoire, mais ça n'allait pas. » Ça, c'est sa déduction. Alors, deux choses. Soit, il y a encore une facette qu'on n'a pas vue, et on va explorer encore peut-être quelque chose qui reste, un épisode de sa vie qui a été vraiment difficile. Et on va aller vraiment voir ça parce que ça n'avait pas émergé, mais c'est important pour elle d'en parler et de mettre ça en paix. Ou alors, j'appelle ça un test. Et je lui dis, c'est un peu comme si la vie vous disait, bon, maintenant, tu as mis ça en paix, c'est en paix en toi. Voyons, un peu comme un examen, hein. Un examen d'amour, c'est de dire pour prendre conscience en fait, parce que des fois on va vivre les choses, ah ça y est, ah oui c'est plus comme avant, ah ben je m'en étais pas aperçu, ah oui c'est sympa, c'est bien, et on n'a pas vraiment mesuré qu'il s'est passé quelque chose, une guérison en nous qui mérite qu'on l'honore, qu'on la célèbre, qu'on la reconnaisse. Donc je dis c'est peut-être un test où la vie vous dit bon maintenant tu as mis ça en paix, tu as pris conscience de ça. Comment, toi, l'adulte que tu es, ou vous, l'adulte que vous êtes, vous gérez ça? Est-ce que vous retombez dans le piège de la rivalité? Ou alors, vous prenez du recul, vous prenez conscience que l'autre vous parle aussi de son histoire. Oui. Mais c'est son histoire, et c'est de lui laisser son histoire, et de plus rentrer dans son conflit. Et là, ok, c'est de reprendre ce petit pas de recul, d'être l'observatrice consciente et se dire, ok, je lui laisse son histoire. Maintenant, je laisse plus résonner ça avec moi, je laisse plus revivre ça. Et du coup, en ne nourrissant pas le conflit de l'autre, eh bien, ça remet aussi, ou l'autre va vivre son conflit ailleurs, mais en tout cas, dans la relation, ça remet quelque chose de calme. C'est ça, c'est une illustration du test, d'accord? Oui. Et ça peut se faire à tellement de niveaux. Le principe, c'est quand on a vu quelque chose, qu'on est allé le rencontrer, remettre de la paix, la vie nous dit, ok, maintenant c'est ok, vas-y, montre-toi à toi que c'est ok en toi. Prends-en vraiment conscience. Donc, on va te mettre un exemple pour que tu te
tu t'en rendes compte, mais c'est un test d'amour, vraiment, c'est ça, c'est pour valider la prise de conscience. Je le dirais comme ça. Ouais, c'est très beau, ça donne beaucoup d'espoir. Hein. Ouais. Et donc, comme on a aussi beaucoup de sujets en commun, notamment les lois du succès, je voulais savoir, Sylvie, dans ta pratique, quelle place prend les lois du succès de Napoléon Hill? Comment tu les intègres dans tout ce qu'on a dit, même s'il y a beaucoup, on ne peut pas sectoriser parce que beaucoup de choses se rejoignent, mais je voulais qu'on fasse une petite pause dessus pour savoir comment tu les appliques dans ta pratique, les lois du succès de Napoléon Hill. Alors, il y a 17 lois, donc je ne vais pas parler de 17 lois. Je vais en évoquer 2 oui. Qui me tiennent à cœur particulièrement. Alors, la première qui est le but déterminé. Et mon but déterminé, je dirais que dans ma pratique, que je me dis et ce que je porte en moi, c'est inclus dans mon but à moi, c'est d'accompagner les personnes qui le souhaitent à se reconnecter à leur amour et leur puissance intérieure. Et ça, c'est ma plus haute valeur. Voilà, dans ma relation professionnelle, dans ma pratique professionnelle, c'est ça, cette reconnexion à soi, ce qu'il y a de plus grand, de plus puissant, de plus beau en soi. Donc, que ça passe par l'enfant intérieur, par les croyances, par la vie prénatale, etc. Tout ça, on va dire, c'est des moyens, c'est des outils pour vivre ça, au final. Donc, je m'appuie beaucoup sur ce but déterminé parce que je suis déterminante. Mais je ne peux le faire qu'avec quelqu'un en face de moi qui en a envie. De toute façon, pour ça, je dis les gens qui le souhaitent parce que c'est un travail d'équipe, justement. Alors, c'est encore une loi de Napoléon Hill. Bien sûr, c'est aussi c'est les 2 cerveaux, les inconscients qui travaillent ensemble dans une séance aussi. Donc, c'est vraiment ma plus grande valeur, ma plus haute valeur dans ma vie professionnelle. Et puis, enfin, c'est là que je la place. Et l'autre, c'est l'enthousiasme. Parce que l'enthousiasme, tu sais, l'étymologie, c'est vraiment théo. Il y a théo dans enthousiasme. Donc, c'est vraiment travailler, on va dire, avec Dieu en soi, mais la vie. Et cette intelligence infinie, quand on l'accueille et qu'on sait que c'est ça notre plus grand outil, dès qu'on ouvre un œil et même quand on dort encore, enfin, elle est là tout le temps à l'œuvre, elle est là tout le temps. Donc, de l'honorer et de la partager. Voilà, donc c'est, on va dire, les 2 grandes lois que je vis. C'est pas je les mets en pratique, non, je les vis, voilà, dans ma pratique professionnelle. Super. Ah, c'est très beau, Sylvie. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin, pour terminer cette interview? Sachant qu'on en aura d'autres pour aller plus en profondeur, Ah, mais oui. parce qu'il y a beaucoup à dire. Oui, c'est passionnant de partager ça avec vous parce que vos questions sont des grandes ouvertures et je sens qu'on est dans cette même sensibilité qui permet de parler de ces sujets essentiels vraiment de la vie, de l'enfant, du bébé. Donc il y a beaucoup de choses bien sûr à partager encore. Mon mot de la fin serait que le plus beau cadeau qu'on puisse se faire en fait, c'est de se découvrir, de se connaître pour être sur ce chemin-là de l'amour pour soi. Quand je dis ça, je sais combien c'est important et combien ça a été un chemin ardu pour moi d'en arriver là et encore une fois, ça se nourrit chaque jour de se respecter, d'écouter ses besoins, d'être en harmonie avec soi, avec les autres. Ça se nourrit tout le temps. Mais quand on comprend comment ça fonctionne en nous, alors c'est vraiment aussi des outils et des clés qui nous permettent ça vraiment d'aller sur ce chemin de guérison et de paix intérieure. Donc c'est ce que je fais et c'est ce que je propose aussi dans les 3 premières séances que je fais. C'est vraiment des 3 séances que j'appelle des séances d'éclairage. Je dis genre, après ces 3 séances, c'est comme si vous aviez votre mode d'emploi, vous comprenez comment ça fonctionne en vous.
votre histoire, vos croyances, les répétitions, le transgénérationnel, les mémoires prénatales. On va dire, on regarde tout ça et tout ça donne des clés, c'est un éclairage. Et après, on sait où sont les blessures et où aller pour aller vraiment sur ce chemin de guérison. Et on y va, mais on sait où sont les noyaux de blessures aussi de l'histoire. Donc voilà, se connaître, c'est ce qu'il y avait écrit sur le temple de Delphes. Aussi, connais-toi toi-même. Ah oui. Tu connaîtras le secret des dieux. En tout cas, voilà, c'est ça notre aventure de vie aussi. C'est super. Un grand merci à toi, Sylvie, pour cet échange fabuleux. C'est vraiment des pépites que tu nous donnes ici. Non, c'est ça. Et puis encore une fois, ça donne beaucoup d'espoir, hein, parce qu'on se dit, des fois, je pense qu'il y a des gens qui se sentent malheureux. On n'est pas nécessairement malheureux toute sa vie. Ça donne de l'espoir, en fait. Oui. C'est possible d'aller bien, c'est possible d'aller mieux par étapes. Et c'est un chemin qui prend du temps. On ne va pas mieux du jour au lendemain. Mais tous les jours, on peut aller de mieux en mieux et puis rayonner aussi sur notre entourage. Donc, c'est très positif. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est vrai que ce sont de beaux messages, exemples de jugement, il y a beaucoup de bienveillance, d'où l'idée d'échanger avec toi et on la retrouve tout au long de cet échange et qui nous fait grandir nous-mêmes en t'écoutant et on espère que nos auditeurs vont se régaler. Et il y aura une suite parce qu'il y a beaucoup à dire. Ah oui. Merci beaucoup Sylvie. Avec plaisir. Merci avec bien. plaisir. Et puis, nous invitons aussi les personnes qui ont envie d'en savoir un peu plus sur ta pratique et ton expérience, découvrir ton site internet, ta chaîne YouTube aussi. On mettra toutes les petites infos dans la barre sous la vidéo quand elle va sortir. Et puis aussi, tu as écrit un livre qui est très très bien illustré, un livre pour enfants, mais pas que, qui est pour enfants et pour adultes aussi. Qui illustre parfaitement en fait la prise de conscience d'une maman qui transmet des mémoires bloquantes à son petit garçon. Nous, on l'a lu ce livre-là, il est super bien fait et on encourage vraiment les gens qui nous écoutent aujourd'hui à se le procurer parce que ça peut ouvrir des portes. Parce qu'en fait, c'est vrai que passer par la fiction, parfois, ça éclaire, ça donne un autre angle et ton livre, moi, je l'ai beaucoup apprécié. Donc, je voulais en parler aujourd'hui. Et puis, encore une fois, toutes les petites infos, les liens seront transmis à nos auditeurs. Encore merci pour ces pépites, Sylvie. Et puis, nous vous souhaitons une bonne écoute sur 3 Lignes Diffusion. Et à bientôt. Merci beaucoup. De Sylvie. À bientôt.